Bienvenue dans les chroniques inutiles. Eh bien voilà, bienvenue dans les chroniques inutiles. Je me rends compte que la fois passée, j'ai complètement oublié d'utiliser de la musique. Donc maintenant, je vais le faire à nouveau en commençant par cette chanson-ci. Et donc ce coup-ci, je vais donc quelques changements. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie préparée d'abord, qui est une vidéo courte avec des vidéos et des montages vidéo, ce sera cool, et des commentaires. Et puis la deuxième partie, ce sera moi qui lâche un peu n'importe quoi. Donc voilà, hein, commençons tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais parler de Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin et de la technologie qui la rend possible, le blockchain. Et donc ici, ce sera un peu différent. Pour une raison très simple, et c'est exactement cette raison qui fait que pour moi, Satoshi Nakamoto fait partie de la liste des grands farceurs. Satoshi Nakamoto est un pseudonyme et personne ne sait qui ni où il est. Satoshi pourrait être un homme, une femme, un groupe d'informaticiens, des aliens, des reptiliens, des services secrets ou des elfes de la forêt, on n'en sait rien. Il a arrêté d'interagir avec l'Internet une fois que le project manager du projet Bitcoin a envoyé un mail à Satoshi l'informant que le project manager en question était invité par la CIA pour parler du Bitcoin. Depuis ce mail, aucune communication n'a été faite par Satoshi. Du coup, j'ai décidé de parler du contexte, plutôt que de parler du contexte de la personne, j'ai décidé de parler du contexte et de l'histoire à côté de Satoshi. Donc on venait de sortir d'une crise financière, une crise créée par des banques cupides voulant maximaliser leurs profits. Cupide est un jugement, mais donc créé par des banques voulant maximaliser leurs profits. Cela a commencé aux États-Unis avec la crise des subprimes, vrai, mais les banques du monde ont quand même investi dedans sans vraiment s'informer sur comment les gains se faisaient dans ce marché-là. Les banques l'ont fait parce que les clients, c'est-à-dire la population, les gens normaux ou les gens qui investissent, veulent se faire un maximum d'argent sur l'argent qu'ils investissent ou qu'ils laissent à la banque. Les banques étaient à la base des centres de stockage d'or. En stockant 5 grammes d'or, la banque donnait un papier disant « Ce papier vous donne droit à 5 grammes d'or dans notre banque ». Les gens ont commencé à échanger des services et des produits utilisant ces petits papiers plutôt qu'en se payant en or. Via plusieurs coups de passe-passe bien placés dans l'histoire que je ne vais pas forcément expliquer ici, certaines banques ont obtenu du gouvernement le statut de banque centrale et leurs billets ou leurs papiers seraient l'argent officiel utilisé dans un certain pays. Comprenez bien, cet argent n'est ni argent ni de l'or, mais un bout de papier et n'est pas de l'or. À ce moment, on pouvait encore échanger les billets contre de l'or dans les banques centrales. Ensuite, la Fed, la banque centrale américaine, a alors dit aux autres banques du monde « Donnez-nous votre or, le dollar sera alors échangeable pour de l'or, on vous le garantit jusqu'à ce qu'un jour Nixon dise « Merci pour votre or, mais il ne sera plus échangé contre le dollar ». Alors, ceci est un moment important parce qu'avant ça, la quantité de monnaie qu'une banque pouvait créer, ou en tout cas une quantité de papier pouvait créer, était limitée au nombre d'or ou d'argent sur la Terre. Mais après ça, les banques centrales pouvaient créer de l'argent de toutes pièces sans contrepartie. Je vous invite à rechercher le lien entre inflation et augmentation de la quantité d'argent, qui n'est pas de l'argent, mais bien sûr du papier. Voilà. Avançons un moment et nous sommes dans l'âge de... Ouais, en gros, c'est l'inflation. Donc voilà. Avançons un moment et nous sommes dans l'âge de l'informatique où les banques nous assurent qu'il faut une société sans billets. Cela préviendrait le terrorisme et des fraudes, que la monnaie ou argent, qui n'est pas argent mais des 0 et des 1 sur des serveurs informatiques, est plus sûr dans des serveurs informatiques créés par des banques ou des banques centrales. Donc en gros, c'est plutôt que d'utiliser de l'argent et des billets physiques qui n'est pas traçable, on va tout faire via des serveurs informatiques. C'est beaucoup plus sûr pour votre sécurité, tout est traçable, tout est contrôlable. Et donc voilà, la petite question, voici une petite question pour vous que vous pouvez creuser de votre côté avant de passer à la prochaine partie, c'est: peut-on vivre sans compte en banque dans notre société? Si oui, quel genre de vie est-ce qu'on a? Quel service a-t-on et à quel service renonce-t-on? Et donc voilà, donc on va vers une société cashless apparemment, en tout cas les banques le voudraient, c'est-à-dire, enfin voilà, faites votre réflexion. Et donc l'acte en question de ce grand farceur Satoshi Nakamoto, c'est... Notre cher Satoshi a vu tout ça, a vu cette évolution, et s'est dit, et si on créait une monnaie digitale, donc exactement ce que les banques veulent créer, mais sans passer par la banque.
Satoshi, avec un groupe d'informaticiens, ont commencé ce projet en 2007, juste avant la crise financière. Ils ont dû développer une technologie nommée blockchain pour rendre cette monnaie possible. La philosophie derrière la monnaie Bitcoin serait l'anonymité et la décentralisation. Tout le monde peut l'utiliser et personne ne la contrôle et en toute anonymité. Elle est décentralisée, comme l'Internet, donc il n'y a pas un endroit où tout est stocké ou un endroit qui gère tout. Il n'y a pas une grosse boîte ou quoi qui gère le Bitcoin. Et donc, la phrase que j'ai écrite ici, les anarchistes seraient contents. Et donc, je passe à la dernière partie de cette intro, l'influence. Et alors, l'influence de cet acte est double. Premièrement, au sujet de tout ce qui est monnaie décentralisée. Il y en a plein. En ce moment, il y en a plein. C'est le Far West. Il y a, quand j'ai été recherché, plus de 1000 crypto-monnaies ou alternatives à Bitcoin. Et il y a là-dedans, il y a tout, il y a des arnaques comme BitConnect, il y a des monnaies sérieuses offertes par des banques. Facebook va lancer la sienne si je me trompe pas. Il y en a pour des industries, donc pour des intra-industries, typiquement entre des entreprises. Et oui, elles sont toutes différentes, elles ont toutes un peu leur propre, leurs propres paramètres, mais tous sont supportés par la technologie blockchain. Et là, j'en viens à la deuxième influence, c'est l'influence du blockchain, donc la technologie que Satoshi a créée pour rendre le Bitcoin possible. Donc la définition du blockchain, c'est quoi? C'est une chaîne de blocs. Donc prenons par exemple... Oui, c'est ça. Donc un registre, donc par exemple une chaîne de blocs, c'est un registre, un livre ou une base de données. Donc le chaîne de blocs ou le blockchain, c'est un registre, livre ou base de données distribuée ou partagée à plein de gens, qui est décentralisé ou qui n'est pas stocké dans un seul endroit, mais à plusieurs endroits. Waouh, compliqué. Pour simplifier grandement, c'est une librairie. Donc imaginez-vous une librairie fonctionnant comme l'Internet, c'est-à-dire que, et donc quand on s'imagine ça, c'est que chaque livre est un bloc dans cette grande librairie. Qui peut être enchaîné à d'autres blocs, donc on peut mettre, plusieurs livres les uns à côté des autres selon différents genres ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. Le livre peut représenter plein de trucs, donc voici des exemples de livres en question. Donc un livre, en fait c'est quoi? C'est des données, c'est du texte, mais donc dans notre exemple de blockchain, un livre peut être une transaction, un événement, une maladie, un contrat, des documents de propriété, un vote, un produit, etc. etc. En gros des données quoi. Fondamentalement, un livre ou un bloc dans ces chaînes de blocs, de blockchain, de données, ça peut donc être n'importe quoi. Par exemple, prenons le blockchain de François Amani, grand prêtre de Koutsk. Donc le premier bloc, ce serait par exemple son acte de naissance. Le deuxième, ce serait ses données médicales. Le troisième, ce serait son inscription à la crèche. Et donc par exemple, mon acte de naissance serait chez le gouvernement. Mais moi, vu que c'est distribué, j'y ai accès et je peux le partager. Et donc on peut gérer qui a accès et qui pas. Et je peux le partager quand je veux en disant tiens, je vous partage ça, oui ou non. Les données médicales seraient par exemple à la mutuelle ou à l'hôpital, mais je peux y accéder ou je peux le partager à un docteur si je vais à un autre endroit du monde en fait. Mon historique d'école est stocké par exemple dans les écoles, mais je peux, ou en tout cas dit de manière distribuée, et je peux y accéder, je peux aussi les partager sur LinkedIn ou à mon employeur. Donc voilà, ici c'est un exemple où j'ai pris 3 blocs, rien que 3 blocs, mais ou quelque part, et donc la chaîne de blocs représente François Lahaye, et donc je peux choisir d'en partager ou pas, ou d'en partager certains ou pas, et donc oui, voilà comment stocker des choses et comment tout est accessible et en fait centralisé dans un truc. Donc voici un exemple simple, mais les utilisations sont bien sûr infinies. Donc voilà, passons aux commentaires, et donc ouais, on va mettre ça. Et voilà, les commentaires.